WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Je reçois aujourd'hui Nicolas Dupeux, le directeur général de l'Accor Arena. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'Accor Hotel Arena, l'Accor Arena, parlez-moi un peu de cette structure et donnez-nous quelques chiffres parce que c'est l'une des plus grosses structures d'événements en France. Oui, l'Accor Arena, c'est la première salle de spectacle en France. C'est l'une des toutes premières au monde. On accueille 135 événements par an, un peu plus d'1 200 000 spectateurs autour d'une programmation musique pour 80%, sport pour 20%, et puis également des événements corporate. Et voilà, donc là, 20 000 places. Et une salle qui a célébré ses 35 ans l'année dernière et qui a créé, je dirais, une nouvelle référence dans le milieu du sport et de l'entertainment indoor à Paris. Et puis je crois que dessous, il y a une patinoire aussi que vous exploitez à l'année. Oui, tout à fait. On a une salle qui sert effectivement de patinoire, qui est ouverte plusieurs jours par semaine au public. Et puis on a un club de hockey, les Français volants. On dispose également d'une dizaine de salons dans lesquels on accueille beaucoup d'événements corporate, de lancement de produits, de conférences de presse. On a des restaurants, on a des bars. Bref, on a un vrai lieu de vie dans le quartier est parisien. C'est combien de salariés ? Une centaine de salariés permanents. Et ensuite, en fonction des événements, c'est plusieurs centaines de salariés, voire plusieurs milliers sur certains événements qu'on vient piloter quand on prend toute la partie accueil, sécurité, restauration, nettoyage, protection civile, etc. On reviendra un petit peu on reviendra après sur l'actualité de la salle. J'aimerais que vous nous parliez de votre parcours et notamment de comment vous êtes arrivé à travailler dans le monde de l'entertainment. Alors moi, j'ai toujours travaillé dans le monde de l'événementiel au sens large. Ça a toujours été en fait une envie et une passion. J'ai fait une école de commerce et déjà en école de commerce, j'étais dans les associations étudiantes. Et puis quand je suis sorti, j'ai commencé d'abord dans le milieu des salons où j'ai travaillé à l'organisation du salon de l'auto. Ensuite, je suis parti en agence événementielle, donc en conception, réalisation et conseil en communication événementielle. Puis, je suis parti chez Disneyland Paris, où je m'occupais de toute la partie B2B, événements spéciaux, luxe, musique, sport. Et enfin, je suis arrivé à l'Accor Arena, la gestion de la plus belle salle en France et peut-être dans le monde aussi de spectacle. Et ça, c'était en 2018. Si on revient sur un moment marquant, et je crois que pour la salle, mais aussi pour vous, je crois que c'est la venue de la NBA à l'Accor Arena pour le premier match de saison régulière en France. Est-ce que vous pouvez nous faire rentrer dans les coulisses et les anecdotes de ce moment ? Oui, alors on dit souvent que nous, des événements marquants, on en vit sur chaque événement parce qu'ils sont tous différents et on a des expériences fortes sur quasiment tous les soirs, on a des événements. Mais c'est vrai que la NBA, ça a été un moment très fort parce que d'abord, c'est le premier match de saison régulière de la NBA en France. Donc, c'était quand même un événement considérable. Ça a été quasiment 1 an de travail pour les rassurer, pour avoir une confiance, je dirais, parfaite. Et puis, ça a été en fait, au-delà de ce travail, une soirée qui a été assez exceptionnelle avec... il y avait une atmosphère digne des plus grandes salles américaines et d'ailleurs un certain nombre de joueurs disaient mais on a l'impression de vivre la même chose qu'aux États-Unis, donc ce qui était pour nous un grand compliment. Il y avait une ambiance de fou, tout Paris était là et on a vécu un moment grandiose au mois de janvier sur cet événement et on est très fiers et on a d'autres éditions de la NBA à accueillir à Paris sur les prochaines années. Comment ça s'est monté le projet ? C'est la NBA qui vient vous voir ou c'est vous qui les séduisez ? Est-ce qu'il faut un appel d'offres pour vous mettre en compétition avec d'autres salles ? Comment ça s'est monté ? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce type d'événement, aujourd'hui, on le travaille beaucoup comme des candidatures de grands événements internationaux. Et notamment, c'est ce qui fait la force de l'Accor Arena, c'est véritablement d'être au cœur de Paris. Et on travaille ça comme un dossier d'accueil d'un événement sportif mondial à Paris qui se déroule à l'Accor Arena.
Et donc, on a travaillé en fait avec la ville de Paris sur tout un programme d'attractivité. Et c'était pas qu'un match de basket un vendredi soir à l'Accor Arena, ça a été des animations dans des lieux parisiens, des activations à côté de l'hôtel de ville. Ça a été des rencontres avec des jeunes et des écoles. Et puis l'apothéose a été bien sûr le match. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est qu'on le travaille comme un programme complet qui se déroule sur plusieurs jours et qui prend plusieurs formes. C'est pas les Jeux Olympiques, mais on n'en est pas très très loin. On travaille vraiment comme ça, un dossier de candidature complet où on vient dans une ville vivre des moments forts avec une apothéose qui est le match au sein de la salle. Et sur ce type d'événement, vous êtes dans un modèle économique qui est celui de la location de salle à un organisateur extérieur ou vous coproduisez et prenez une part du risque avec la NBA? Non, sur ce type d'événement, on est vraiment sur des contrats assez classiques de mise à disposition de la salle sous forme de location. Surtout la NBA qui a des règles et des guidelines assez strictes et qui déroule en fait beaucoup ces organisations propres et donc ne partage pas, on n'est pas sur des modèles de partage de coproduction. C'était en janvier 2020, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on avait déjà des débuts d'inquiétude, il y aurait déjà des bruits par rapport à la crise sanitaire qu'on connaît actuelle, mais est-ce que les Américains étaient peut-être plus vigilants que nous et réticents à l'idée de venir ou on était encore dans la phase un peu, peut-être, très optimiste qu'on a connue avant mars? Alors en fait, les Américains étaient assez inquiets, mais pas du tout pour ce qu'on allait connaître quelques semaines après, mais au contraire parce qu'on était en plein milieu des mouvements de grève à Paris et que leur grosse inquiétude était d'avoir un gros mouvement de grève ce jour-là qui aurait empêché les spectateurs de venir se rendre à l'événement. Et donc on était plutôt sur des grosses questions de transport, de mouvements sociaux, dont les Américains sont finalement assez loin parce qu'aux États-Unis, c'est pas des choses qu'ils connaissent tellement. Et donc, on était sur ces problèmes-là, des problèmes de sécurité, des problèmes de gilets jaunes, etc. Et pas du tout à l'époque dans des réflexions de ce qui se passait pourtant déjà en Chine. Et ça fait mon lien avec la question suivante. C'est vrai qu'avant cette crise sanitaire, on a aussi eu, cette crise sociale et des difficultés déjà pour les organisateurs d'événements. Avant de venir la crise sanitaire, est-ce que cette crise sociale des gilets jaunes a impacté la programmation de la salle ou son exploitation habituelle? Alors sur la partie des gilets jaunes, globalement assez peu. On a eu un événement sur les premiers samedis de l'année 2018. Vous savez, ces samedis qui étaient assez chauds, on va dire, où on avait un concert prévu le samedi soir, un concert en plus un peu familial. Et donc, pour des raisons de réassurance de nos publics, on l'a décalé au dimanche soir, puisque les D'accord. familles n'avaient pas forcément envie de se déplacer. En ce qui concerne les grèves de 2019, nous, on a la chance, étant en plein cœur de Paris, d'être extrêmement bien desservis par des lignes de métro et notamment des lignes automatisées, et donc de permettre en fait aux spectateurs d'accéder assez facilement à l'arena. Malgré tout. Et alors cette crise sanitaire, j'imagine que quand on est directeur général d'une aussi grosse structure événementielle, les choix et la gestion quotidienne sont pas simples. Racontez-nous un peu comment, aujourd'hui vous vivez cette crise. Est-ce que vous anticipez aussi? Écoutez, ce qu'on vit aujourd'hui, enfin voilà, c'est très particulier. On vit un moment qui est un moment, je dirais, extrêmement difficile, extrêmement dramatique pour nos milieux, et pour nos secteurs, pour le secteur de l'événementiel. À partir du moment où cette crise sanitaire nous touche dans ce qui est le plus profondément humain, qui est la rencontre, et que nous, on est un lieu de rencontre et de passion autour de la rencontre, nécessairement, on met un frein immédiat et complet à toute notre activité. Donc aujourd'hui, depuis maintenant le mois de mars, on est à l'arrêt quasi complet sur notre programmation. On est un gros site, donc on ne peut pas tourner sur des petites jauges. Économiquement, ça joue pas. Donc voilà, l'impact, il est majeur, il est très important. Euh, et euh, Et est-ce qu'il y a une crainte d'une seconde vague liée à un choc d'offres? C'est-à-dire des organisateurs qui, déposeraient le bilan et qui finalement ne réserveraient plus le lieu? Est-ce que ça, c'est une inquiétude qui vous tracasse actuellement?
Non, c'est pas une inquiétude qui nous tracasse nécessairement. Sur le sport, on travaille avec des fédérations donc qui ont des modèles économiques différents, et sur les producteurs de spectacles, derrière il y a des artistes, il y a un écosystème. Donc je dirais que oui, certains producteurs vont avoir un avenir qui est compliqué, mais je pense que les gens continueront à vouloir vivre des concerts en live, parce que la musique, ça se vit en live, en fait, ça se vit pas en streaming, ça c'est individuel. Mais l'émotion d'une salle. Donc, je dirais, pour répondre à votre question, je pense que le jour où on pourra retrouver des relations humaines un peu normales, on retrouvera, nous, une activité assez rapidement. Ce que je voudrais rajouter, c'est, pour répondre à votre question, c'est oui, on est touché de manière très forte, mais ce qui est intéressant et vraiment qui aujourd'hui, nous, sur lequel on travaille, c'est que cette crise, elle a des enseignements et elle nous oblige à nous réinventer. Des enseignements, ça veut dire quoi? Des enseignements, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que notamment sur les parcours clients, ce qu'on met en place pour le sans contact, parce que ça devient aujourd'hui ce que tout le monde veut, c'était des choses qu'on imaginait dans 12-18 mois, et du coup on accélère toutes ces choses-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un phénomène d'accélération. Et la deuxième, c'est qu'on réfléchit beaucoup à des nouveaux types d'événements, à des nouveaux types de programmation que l'on pourrait accueillir en plus des événements qu'on accueillait déjà. Donc voilà, donc on est vraiment dans ces réflexions-là, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir créer très vite pour recréer de l'activité. Et comment s'adapter. Nicolas, un grand merci pour le temps que vous nous avez consacré, et puis cette plongée dans une des plus grandes salles, en tout cas une salle mythique pour l'événementiel. Et on croise les doigts effectivement pour que nos vies redeviennent normales et que les rencontres, et notamment événementielles, puissent revoir le jour. À bientôt. Merci beaucoup. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.